Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, évidemment, et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, le monde du travail ne sera plus jamais comme avant. On en parle avec l'un des associés du cabinet Bain et compagnie. Il est notre invité. Il nous évoquera évidemment ces mutations à travers une étude passionnante. On l'écoutera dans quelques instants. Le livre de Smart Job est ce livre, L'altruisme des singularités, bâtir une équipe avec la matrice de Ned Herman. On parlera beaucoup du cerveau, des zones du cerveau qui, vous allez le voir, nous définissent. C'est un livre passionnant, écrit par Stéphane Demilly, à la fois un homme politique, mais aussi un spécialiste de ces questions. Et puis dans le cercle RH, avec nos experts, évidemment, nous allons balayer l'actualité entre négociations salariales réussies dans la restauration, ça se passe moins bien dans les transports. On parlera de la grève des enseignants. Et puis on reviendra sur une des propositions de Valérie Pécresse, une des candidates à l'élection présidentielle, vous le savez, qui veut transférer le temps libre sur ce compte épargne-temps en argent sonnant et trébuchant. On en parlera avec nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, faut-il assumer ou camoufler les trous dans son CV? Ça, c'est une question un peu angoissante, évidemment, avant d'être reçu par le recruteur. Amélie Favreguité nous dira tout à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, le monde du travail est en pleine mutation. C'est un enjeu évidemment pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets qui les accompagnent. On en parle avec John Hazan. Bonjour John. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Associé chez Bain & compagnie. Le siège est situé à Boston, c'est bien ça, c'est une entreprise américaine. Vous êtes associé, vous êtes en charge concrètement de quoi? D'accompagner les entreprises dans leur transformation. On va revenir sur une étude qui est d'ailleurs passionnante. C'est ça votre mission? C'est d'écouter et de les accompagner? Alors justement, effectivement, donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis l'associé en charge de notre practice talent. Et donc, j'accompagne mes clientes et mes clients sur des grands projets de transformation dans lesquels la composante humaine est au cœur. Ça veut dire quoi? C'est aider les entreprises justement pour cristalliser une raison d'être, pour travailler sur des projets de transformation culturelle, voire de nouvelles organisations, et aussi des projets d'expérience collaborateur. Mais concrètement, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on est dans une accélération, une transformation depuis la crise Covid qu'on n'en a jamais vue? Alors, tout à fait. Alors, pour répondre rapidement et après un peu plus longuement à votre question, j'ai l'habitude d'aller dire à mes clients, en fait, on est déjà en 2025. Sauf qu'on a l'impression d'être en janvier 2022 et donc, voilà, on réagit et on travaille avec nos habitudes alors qu'en fait, on est déjà 3 ans à l'avance dans les mentalités et dans les attentes de nos employés et de nos salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises hésitent, procrastinent, qu'elles n'ont pas vu finalement l'accélération qui les poussait finalement? Alors, en fait, pour répondre à votre question, je vais prendre un pas de recul et me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis de nombreuses années, il y a quand même 2 grandes tendances de fond, parmi d'autres, qui vraiment impactent le milieu du travail. De fait, la digitalisation des usages, ça fait plus de 12 ans qu'on en parle. Également, l'arrivée dans la vie active des millennials et les générations Z. Enfin, ça fait aussi très longtemps qu'on en parle. Et mine de rien, d'ici 2 à 3 ans, ils vont représenter plus de 50% des actifs. Et ils seront plus Z pour certains. Ils seront, de fait, ils auront changé de catégorie. Ils seront déjà une nouvelle catégorie. Et donc, effectivement, cette crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre d'attentes et de comportements en entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette étude qui, en fait, a sollicité 20 000 salariés dans 10 pays du monde qui représentent à peu près 65% du PIB mondial, à la fois des PID, bien sûr la France, mais également les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, et également des PED. Alors, on pense tous à la Chine, à l'Inde, également le Nigeria et le Brésil. Alors, c'est intéressant cette étude, elle identifie les actions que les entreprises doivent mettre en œuvre, avec finalement plusieurs typologies qui pourraient définir un bon job. Le premier item, c'est l'émergence de nouvelles attentes. Et c'était ma première question, in fine. C'est quoi ces nouvelles attentes? Justement, c'est vrai que dans le cadre de l'étude, on a identifié 5 grandes mutations, 5 grandes ruptures dans le monde du travail. Et la première, en fait, c'est l'évolution des attentes. Et finalement, quand on pense attente, on demande finalement à tout le monde, et sur les plateaux, on pense rémunération. Exactement. Voilà. Ce qui est plus la priorité, nous dit-on. Et donc, en fait, la rémunération en France n'est pas le premier facteur de motivation. En France et ailleurs? Alors,
particulièrement en France. D'accord. Il est le deuxième pour 20% des sondés. D'accord. Le premier facteur de motivation, c'est un job intéressant. Donc le sens, on en revient toujours à... Voilà, la quête de sens. Ça, c'est la première mutation. Petite différence avec d'autres pays, il y a des pays où le salaire reste encore très important. Effectivement, en fait, la quête de sens est toujours proche, mais dans l'essentiel des pays, la rémunération quand même demeure le facteur essentiel. Donc là, sur ce point particulièrement, la France se distingue. Deuxième item, il est lié à ce que vous venez de dire, c'est la définition possible d'un bon job. Donc on vient de comprendre qu'un bon job, c'était quand même le sens et l'intérêt qu'on avait à se lever le matin et pousser la porte de son entreprise ou de sa chambre, pour ceux qui sont en télétravail. Et puis il y a aussi une notion qui est très importante, là on peut la comparer peut-être d'ailleurs avec l'ensemble des pays sondés, c'est la valorisation des compétences humaines. Tout à fait. Alors en fait, déjà je vais commencer par la quête de sens et la définition de ce que c'est qu'un bon job. Oui, c'est quoi un bon job? Alors en fait, c'est vrai qu'habituellement en entreprise, on définit les gens sur des archétypes de compétences. D'ailleurs, je pense que vous allez après... L'alchimie des singularités, voilà. C'est vrai. Regardez et définir les êtres humains par les compétences qu'ils apportent à l'entreprise. En fait, on a décidé de regarder ça de façon différente. Avant tout, quand on s'intéresse à nos clients et à nos consommateurs, on s'intéresse à leurs attentes et à leurs aspirations. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose en fait dans l'entreprise? Et c'est par cet angle-là qu'on a commencé. Quelles sont les attentes de nos salariés? Et là, de façon simple, on a défini, comme on définirait pour des clients, des personas ou des archétypes. On en a défini 6. Les premiers, en fait, sont les opérateurs. Ils représentent à peu près 27% de la population active en France. Ceux-là, en fait, sont en quête de sens en dehors du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le sens pour eux, ils le définissent dans toutes leurs activités extra-professionnelles. Permettez-moi, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir un emploi, entre guillemets, qui ne les passionne pas, mais à côté, leur vie est remplie. Exactement. C'est exactement ça. 27%, ce ne sont pas des cols bleus. Ce sont des gens qu'on retrouve dans l'ensemble des catégories professionnelles. Donc les opérateurs. Les opérateurs. Les deuxièmes, ce sont les givers. Alors, je suis désolé pour ces anglicismes. Bain et une compagnie, écoutez, on est obligé. Les givers. Voilà, les givers. On a une traduction, vous avez ceux qui, en fait, se retrouvent, s'accomplissent en donnant un peu d'eux-mêmes. Donc, dans des métiers de santé, dans des métiers d'éducation. Voilà. C'est à peu près 16% de la transmission, 16% de la population active. Après, on va avoir les artisans. 20% de la population, ce sont les femmes et hommes qui s'accomplissent dans l'excellence de leurs pratiques. Alors ça peut être des pratiques manuelles, ça peut être de l'expertise scientifique, ça peut être également des pratiques intellectuelles. Après... Quatrième. Je vous suis, je suis de près. Je vois ça, c'est très très bien, vous comptez bien. Quatrième, ce sont les strivers. Les strivers, en fait, c'est une catégorie finalement assez classique. C'est 19% de la population active. C'est ceux qui, en fait, veulent s'accomplir en travaillant extrêmement dur pour acquérir un nouveau statut social et une rémunération élevée. S'extraire de leurs conditions et monter les échelons sociaux. Et monter les échelons. Qui est d'ailleurs de plus en plus dur en fait, dans la réalité contemporaine. Et puis les derniers, et non des moindres, les pionniers. Attendez, j'en ai oublié. Vous en avez 6 en fait. J'en ai 6. J'en ai oublié un, bien sûr, effectivement. Les explorateurs. Les explorateurs, évidemment. Bien sûr, 11% de la population active. C'est qui ceux-là? Ceux-là, ce sont ces femmes et ces hommes qui, en fait, valorisent les expériences avant tout. Nouveaux métiers, nouveaux projets. Ils aiment l'aventure, quoi. Nouvelle entreprise, nouvelle zone géographique. Les défis. Ils aiment les défis. Ils aiment ces défis variés et un peu zappeurs. Et le 6e, donc ça y est, on arrive au but. Et les derniers, donc les derniers, ce sont les pionniers. Voilà, 7% de la population active, celles et ceux qui, en fait, pour lesquels il n'y a pas de limite et qui veulent changer le monde, des Elon Musk en puissance. Donc ce sont des gens un peu utopiques, capables de folie finalement. Ou des gens en fait qui veulent casser les codes. Vous ne l'avez pas lu le livre, mais effectivement c'est très très lié aux zones du cerveau. Très concrètement, une fois que vous avez expliqué à vos clients cette typologie, ces petites boîtes finalement très psychologiques d'attitude, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Parce que là, vous nous expliquez finalement qu'il faut aussi s'adapter à ces typologies, qu'on ne peut pas traiter un explorateur de la même manière qu'on traite un pionnier. Tout à fait. Donc là, en fait, ça nécessite de finalement repenser à la façon dont on va appréhender nos salariés en entreprise. On est dans un moment très très fort de guerre de talents. On parle des phénomènes de grande démission. C'est la une du point d'ailleurs. Et c'est la une du point. En fait, on est dans ce moment où il faut certainement repenser la façon dont on va attirer, développer et conserver
nos salariés. Et donc, pour ça, effectivement, il y a 3 grands thèmes de travail qui s'appuient justement sur ces profils types. Mais je veux comprendre, il faut les écouter différemment, il faut apporter un message, j'irais presque communautaire ou plutôt sectorisé, puisqu'auparavant, une seule tête, une seule file, le manager décidait et tout le monde exécutait, globalement. Là, j'ai le sentiment que vous nous dites il faut s'adapter aussi, il faut affiner. Alors justement, je vais y venir par effectivement... Il nous reste 1 minute 30. Alors, le point fondamental qui est l'humanisation des compétences. Et donc, effectivement, s'assurer de voir les personnes, non pas de façon très linéaire par rapport aux compétences qu'ils apportent au départ à l'entreprise, mais plutôt par rapport à leur personnalité, par rapport à leurs envies, et surtout, j'insiste, assurer de développer les compétences humaines dans l'entreprise. On a trop tendance à définir l'entreprise de façon anxiogène en disant qu'on va supprimer des emplois, en disant qu'on va aller vers la digitalisation et l'automatisation. On a une vision positive et complètement différente. Juste un mot quand même, parce que les managers qui vous écoutent, parce que j'imagine que vous prophétisez, vous expliquez cette méthodologie, tout ça est un peu troublant, ils vous répondent, mais attendez, c'est quand même pas les salariés qui prennent la main dans l'entreprise, parce que cette espèce de bras de fer entre le manager et les collaborateurs. Au contraire, on est en fait dans un moment extraordinaire que j'appelle la revanche des managers de proximité. Avant la crise, on disait qu'on en avait trop. En fait, on s'est rendu compte de l'importance fondamentale de ces managers pour justement assurer le lien social en entreprise et la compréhension des attentes particulières de chacun des membres de l'équipe. Parce qu'eux connaissent la personnalité, les caractères. Évidemment. Comment décider en fait au centre? C'est bien sûr aux managers de proximité d'être en écoute et en développement de ces femmes et des hommes qui, en fait, par leur richesse et leur différence, apportent en fait la force des entreprises. Merci Jonathan pour cet échange passionnant. Votre étude est à découvrir, j'imagine, sur le site de Bain et compagnie. Donc, une étude très détaillée. Pardon? The Working Future. Working Future. More human. Voilà. Beaucoup de mots américains parce que votre entreprise est américaine, dont le siège, je le rappelle, est à Boston, avec cette étude passionnante sur la manière d'observer et d'accompagner les collaborateurs dans la transformation d'une entreprise. Merci Jonathan de nous avoir rendu visite, associé, je le rappelle, chez Bain et compagnie. Une pause? Non, pas une pause. Notre prochaine rubrique, vous allez voir, elle est assez liée, ne bougez pas John, elle est assez liée d'ailleurs à ce qu'on vient de se dire, c'est notre rubrique, le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, l'alchimie des singularités, bâtir une équipe avec la matrice de Ned Herman. Livre passionnant, documenté, on y apprend plein de choses et quand on s'intéresse évidemment à la neuroscience, on y apprend des choses, puis quand on s'intéresse aussi à la vie politique, on y apprend aussi beaucoup de choses, de petites anecdotes. J'accueille Stéphane Demilly. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, édité chez Erol. Alors c'est le fruit de votre expérience, d'une carrière, et puis c'était aussi le travail acharné de quelqu'un qui, en parallèle de ses activités, parce que pour ceux qui nous regardent, on a rarement l'habitude de recevoir des sénateurs sur notre plateau, mais vous avez été député-maire pendant très 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 longtemps dans la Somme, maire d'Albert, aujourd'hui sénateur, donc vous avez des fonctions électives. Et puis à côté, vous avez toujours mené une carrière de consultant, d'expert. Comment vous vous définissez d'ailleurs dans cette deuxième vie? C'est quoi votre titre? Formateur, conférencier, un homme de réflexion sur le sujet du management. Votre livre est passionnant parce qu'en fait, on part du cerveau pour arriver, pour le dire en une phrase, grâce à cela, grâce à ces zones, et on va reparler évidemment de Ned Herman sur lequel vous vous appuyez, sur la neuroscience, pour justement ce qu'on vient de l'évoquer, définir des typologies, des caractères qui permettent peut-être de marier, de faire une équipe solide. C'est ça la finalité de l'histoire. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de bâtir une alchimie des singularités et de partir du principe que la richesse vient de la diversité des tempéraments et qu'il n'est pas bon, me semble-t-il, dans une entreprise de vouloir ramener tout le monde sur une partie centrale parce que quand les gens sont bons partout, je pense qu'ils sont excellents nulle part. Ça, c'est une phrase importante. Ça veut dire, quand vous dites singularité, il faut aussi que dans le recrutement à l'amont, il y a des clés précises, des indications données aux recruteurs pour dire on prend des soft skills, on travaille aussi sur l'attitude. C'est ça aussi oui. le fond. Bien sûr, et l'outil qui a été élaboré par Ned Herman en 1976, donc oui. c'est un outil qui a maintenant un peu d'ancienneté, permet de tenter, parce qu'on est dans les sciences humaines quand même, tenter de mesurer les préférences comportementales et cognitives dans 4 directions, que sont celles de l'analyse, de l'organisation, du goût pour la relation humaine et de l'innovation. Et une fois de plus, on peut être bon dans les 4 domaines, mais si on est bon dans les 4 domaines, ça veut dire qu'on n'a pas le génie dans un domaine. Et moi, mon souhait, c'est de bâtir des équipes de direction qui sont complètement explosées dans un quadrant
et que le manager puisse effectivement bien les manager et leur faire comprendre que la survie de l'équipe dépend de la survie des individus en tant que tels. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous vous appuyez à travers cette neuroscience, puisque c'est de la neuroscience, qui finalement a découpé le cerveau en plusieurs parties. C'est bien cela, l'idée. En fait, Nederman était parti des travaux de MacLean sur il avait déjà l'évolution dans le temps du cerveau, le reptilien, donc le pulsionnel, le limbique, l'émotionnel, et le cortex, le réfléchi et l'analyse froide de l'information. Et il avait croisé ça avec les travaux de Sperry, qui avaient été plus connus en France sous le nom de cerveau droit, cerveau gauche. Et à partir de là... Émotion, raison. Émotion, raison. Et à partir de là, il a élaboré son modèle en 4 quadrants que je présente dans ce bouquin. Alors, je veux pas spoiler votre livre parce qu'il faut vraiment prendre le temps de le lire. Il y a toute une étude, je dirais, scientifique que vous apportez au début. Puis ensuite, il y a des portraits d'Obama, de Gaulle. Alors, de Gaulle, je vais reprendre la page pour être extrêmement précis. Alors, lui, c'est le prototype limbique gauche, Charles de Gaulle, avec une typologie, et je vais vous laisser nous en parler évidemment, sur de lui parfois présomptueux et planificateur. C'est ça. Charles de Gaulle avait même été, plusieurs années avant son décès, jusqu'à planifier l'organisation parfaite de ses obsèques, en expliquant qui devait être au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang, ce qu'on devait inscrire sur sa tombe, etc. Donc effectivement, il était dans la planification totale. Enfin, tout le monde connaît la célèbre phrase de Gaulle, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Voilà, donc tout était effectivement très très organisé, ce qui laissait peu de place au fun et à la créativité. Donc c'est un prototype de limbique gauche. Ça c'est le limbique gauche, un peu rigide, d'ailleurs ne se remettant rarement en question. On peut aller jusqu'à psychorigide avec. C'est ça, parce qu'il reçoit une lettre d'un de ses plus proches amis résistants qui lui dit écoute, change, vraiment transforme-toi, tu n'écoutes pas les autres, tu es souvent très dur. Et en fait il n'écoute pas, il est lancé. Oui, c'est quelqu'un qui avait une émotion extrêmement introvertie. C'est ça, c'est Churchill qui l'a senti ça. Voilà, tout à fait. Et je pense que les limbiques, et les limbiques gauches en particulier, donc, sont des gens qui ont une émotion qui est effectivement donc, cachée, qui est dissimulée. Et rares sont les moments où ils vont extravertir et démontrer au grand public cette émotion. Je veux qu'on parle d'Obama, mais cette petite phrase que je trouve incroyable qui montre que De Gaulle, en tout cas selon votre terminologie, votre classement, est un limbique C. Gauche, c'est la phrase de Chaban qui lui dit « J'ai des amis qui pensent que je peux devenir Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. » On sait qu'il deviendra un jour président de l'Assemblée nationale. Et De Gaulle lui dit « Très bien, changez d'amis. Ouais, » C'est le côté extrêmement raide de Gaulle, quoi. En fait, il n'envoie pas dire ce qu'il a à dire et il ne va pas, comment dirais-je, envelopper ses propos. Et parfois, ils sont effectivement assez blessants pour celui qui les reçoit et qui, lui, fonctionne plus sur le modèle C, qui est le modèle affectif et qui a du mal à comprendre un modèle B. Et c'est exactement ça, parce que quand on poursuit le livre, on a le zoom sur les limbiques droits C, et là c'est diamétralement opposé, c'est quelqu'un, et vous le décrivez à travers le dîner de con, c'est ce profil qui cherche en permanence à aller au contact, à parler, à nouer la relation. J'en fais partie. Alors, on peut avoir plusieurs... Ça, c'est une typologie d'un homme politique aussi, qui aime aussi le contact. Je ne sais pas, parce que vous savez, il y a aussi beaucoup d'élus sortant des grandes écoles qui sont plutôt sur le modèle A. Giscard, vous en parlez pas mal. Je parle beaucoup des énarques, mais enfin, c'est un peu tout fait. Mais Giscard, vous en parlez, il est assez... Oui, Giscard est un prototype, effectivement, cortical gauche. Moi, je suis plutôt sur le C, sur le modèle, effectivement, affectif, le modèle extraverti. Et ma propre mère disait, quand j'étais gamin, que je parlerais un chien habillé. Voilà, c'était son expression. J'ai vu cette expression dans votre livre. J'adorais ça. C'était pour exprimer qu'effectivement, j'avais le goût de l'autre et j'aimais bien aller vers les autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en attendant de venir sur ce plateau, j'ai échangé effectivement avec les gens qui étaient dans le couloir. Excusez-moi, mais comme vous avez presque 30 ans de parcours professionnel à travers des conférences, à travers des formations, à travers vos études aussi, parce que vous avez beaucoup étudié. On voit dans ce livre qu'il y a un grand travail d'études et de réflexion. Vous réussissez à déterminer comme ça, en parlant à quelqu'un, s'il est plutôt un limbique droit, s'il est plutôt un limbique gauche, c'est plutôt... J'ai vu que Léonard de Vinci, il avait... C'est quoi? C'est le multi... C'est peut-être un des rares qui, effectivement, est complètement exposé sur les 4 quadrants. C'est ça. Parce que j'explique que quand on est très, très présent dans un quadrant, on est forcément en jachère dans un autre quadrant. Et souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de rapatrier la personne ou de la former là où elle n'est pas bonne pour qu'elle devienne moyenne. Donc moi, je dis non, gardons la singularité, d'où le titre d'alchimie des singularités, parce qu'effectivement, l'excellence se nourrit de ce côté explosé dans un quadrant. Ce livre, vous allez le présenter à des décideurs, à des chefs d'entreprise, j'en suis sûr. Bien sûr, des étudiants. Vous allez l'expliquer, parce que d'abord, il faut comprendre la structure théorique.
Puis un jour, vous aurez des chefs d'entreprise qui vous diront, attendez, aidez-nous, parce que comment on fait concrètement? Comment on met en place et comment on arrive, nous, décideurs, chefs d'entreprise, dans des secteurs industriels, à pouvoir choisir la bonne équipe? C'est quand même très technique, ça. Oui, alors ce que je fais régulièrement dans le cadre de formation et de conférences, c'est que chaque membre du comité de direction complète un inventaire de personnalité, de 120 questions, en français, en anglais, en arabe. Et moi, je viens, à l'issue de ma conférence, restituer individuellement l'inventaire de personnalité et j'additionne tous les profils individuels du CODIR pour savoir si on va bien balayer les 4 espaces que sont, une fois de plus, l'analyse, l'organisation, la relation humaine et l'innovation. Donc, à l'origine, et je dirais d'une manière très professionnelle, il y a une base de questions. Oui. D'où émerge et un classement à travers ces 4 zones. Il y a quoi? Il y a 4 grandes zones, en fait. Il y a 4 grandes zones, effectivement, où vous êtes peu attiré par cet espace, où vous êtes moyennement attiré par cet espace, où vous avez une appétence particulièrement forte pour un des quadrants. Ça veut dire, vous assumez le fait que la neuroscience puisse être aussi un outil au service du recrutement et des organisations? Oui. Alors, ça, c'est un sujet, parce que c'est souvent, vous savez, c'est comme les data, vous savez. Le mot science est un peu quand même compliqué à utiliser dans le domaine des ressources humaines. C'est là... Vous savez, ce qui est vrai à Abidjan, c'est pas vrai à Paris. Ce qui est vrai à Paris avec telle entreprise, c'est pas vrai avec telle autre. Ce qui est vrai avec Dupont, c'est pas vrai avec Durand. Puis ce qui est vrai avec Durand le lundi, c'est pas forcément vrai le jeudi soir quand il doit repartir chez lui parce qu'il est en plein divorce. Il y a beaucoup de subjectivité. Donc le temps et l'espace font que de toute façon, le management, c'est une science qui n'est pas exacte et qui est individualisée. Donc moi, j'aborde le sujet avec beaucoup de modestie. En tout cas, cette paire de lunettes en 4 couleurs permet vraiment de bien comprendre les grands mécanismes motivationnels de ses collaborateurs. Avant de nous quitter, Obama, parce que Obama est aussi dans le livre, vous n'avez pas fait que des hommes politiques français de la 5e. Obama, il est situé où, lui, Obama? Il est plutôt bleu. Il est plutôt bleu. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, Mr. Cool, quelqu'un qui est sûr de lui, une belle mécanique intellectuelle. Effectivement, il est dans un modèle complètement opposé au limbique droit. Mais le meilleur, c'est Churchill, bien sûr, également, que je présente dans mon bouquin, tout à fait, qui lui relève du cortical droit et qui anticipe l'avenir. Cortical droit. Cortical droit. Ça, il faut bien retenir. Pour Churchill, c'est compliqué. Vous réussissez à pouvoir situer les gens quand vous les croisez comme ça dans un dîner? Vous dites, toi, tu es plutôt un cortical droit, toi, tu es plutôt un multicadran? Non, je n'ai pas de lentilles ou de vous avez lunettes. Pas de pendule. Voilà. Donc ça nécessite quand même une méthodologie assez... Ça nécessite d'abord de discuter, d'échanger et de faire passer cet inventaire qui s'appelle le HBDI, qui, une fois de plus, relève de l'Université du Texas. Livre passionnant. J'aimerais qu'on voit la couverture, L'alchimie des singularités, Stéphane Demilly. C'est un livre très documenté. Puis par ailleurs, vous vous êtes amusé à y glisser des petites phrases de croustillantes de Bertolt Brecht et de quelques auteurs qui viennent, en plus de ça, nourrir notre réflexion et notre regard. C'est un livre sur lequel, je pense, vous avez passé beaucoup de temps. Merci Stéphane Demilly. Merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir de vous accueillir avec vous aussi, cette double vie en quelque sorte. D'un côté, sénateur de la Somme UDI, et puis de l'autre, cette vie de consultant et de formateur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Oui, évidemment. Il sera question des négociations salariales dans la restauration. Ça s'est plutôt bien passé. On va parler évidemment aussi des annonces de Valérie Pécresse pour transférer le temps libre en argent sonnant et trébuchant. Puis on parlera de la grève des enseignants, pas uniquement d'ailleurs sur des revendications salariales. C'est tout de suite, c'est le cercle RH, c'est juste après la pause. Le cercle RH, les experts de Smart Job pour balayer l'actualité de la semaine. Évidemment, on parlera un tout petit peu de télétravail, mais on va parler pouvoir d'achat aujourd'hui avec les restaurateurs, en tout cas les salariés de la restauration qui étaient en négociation avec les syndicats professionnels. Ils ont eu gain de cause, 16%, certains restaurateurs vont jusqu'à 30% d'augmentation. C'est quand même pas rien, évidemment. Ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de garder les collaborateurs, parce qu'il y a une pénurie, évidemment, on en parlera. On parlera de Valérie Pécresse aussi, qui parle de transférer le temps libre en argent sonnant et trébuchant. Mais déjà, les experts disent que ça existe déjà, donc on va en parler. Et puis on parlera de cette grève des enseignants, pas uniquement d'ailleurs que pour des raisons de pouvoir d'achat, mais liées aussi au protocole sanitaire, à une forme de ras-le-bol. On en parle avec mes invités. Marine Balançard, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir. Directrice générale du cabinet Ariséal. Olivia Copin est à ma gauche, cette fois-ci, fondatrice de Juste Business et enseignante au CELSA. Et puis Benjamin Zimmer est avec nous aujourd'hui, directeur délégué associé de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et
progrès. On dit que les négociations se passent très mal dans les transports, que la négociation est équivalente à celle des restaurateurs. Vous vous êtes dit, enfin, on aboutit à quelque chose de positif avec les restaurateurs, parce que ça faisait quelques semaines qu'ils négociaient. C'est positif que la restauration dise, oui, on augmente les salaires. Il était temps, effectivement, c'est positif. Après, est-ce que ça va résoudre... Enfin, c'est qu'une partie du problème, puisque concernant la restauration, effectivement, il y a ce problème de pénurie, mais il y a un vrai problème d'attractivité du travail, et ça ne va pas passer uniquement par la rémunération. Il y a aussi les conditions de travail, les conditions de vie. Je crois que c'est un métier sur lequel on a vraiment tiré sur la ficelle par rapport aux salariés. C'était des métiers très difficiles. Qui vont le rester, d'ailleurs. Qui vont... Alors, après, à la restauration, d'en prendre conscience aussi, et au-delà de la rémunération, eh bien, de proposer des conditions plus viables, plus respectables, avec la possibilité, lorsque vous travaillez dans ce milieu-là, d'avoir une vie de famille, avec, donc des week-ends en avec roulement, un management moins compliqué, parce qu'on avait aussi beaucoup eu d'écho sur les violences managériales dans ce secteur-là. Donc du coup, je pense que c'est un début, la rémunération, mais on n'est qu'au début. Pour moi, et vraiment, c'est déjà un bon signal, mais clairement, le combat n'est pas terminé. Je leur dis, dans les transports, ça se passe très mal. Une grève est en préparation d'ailleurs dans le secteur des transports, des poids lourds, des chauffeurs routiers, parce que là c'est compliqué. La négo, vous en pensez quoi? Certains disent quand même que cette augmentation, c'est vous, c'est moi, c'est Benjamin qui va la payer, puisque c'est le client en bout de chaîne qui va la payer. Oui, c'est le client, c'est le consommateur qui paye. Mais d'ailleurs, on a vu les prix explosent dans les cafés, bars, restaurants. Le prix d'un café à Paris c'est parfois 3, 4, parfois plus de 4 euros le café. Ben oui. 4 euros le café. Mais tout à fait. En terrasse, je me permets. Oui, mais c'est quand même de plus en plus cher. Mais surtout, il y a un effet un peu étrange, c'est que les bars, cafés, restaurants sont quand même vides. Il y a une désaffection de la clientèle sous l'effet du stress avec le pass vaccinal, avec l'anxiété. Le télétravail aussi peut-être. Le télétravail, les gens sont absents. Les boulangeries disent qu'il y a 40% de clients en moins dans leur vente à emporter. Et en même temps, donc il y a moins de business et en même temps, les restaurateurs vont augmenter leurs salariés alors qu'il n'y a plus de business. Et donc il y a une espèce d'effet ciseau et je pense que les restaurateurs sont assez inquiets sur ce timing. Ce qui est le problème des transports d'ailleurs, parce que les syndicats des transporteurs disent on a une augmentation du prix de l'essence qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients et donc on ne peut pas augmenter les salaires. Oui, c'est le même phénomène. Oui, mais là, si vous allez dans les cafés-restaurants, il n'y a personne. C'est ce que disent les patrons de restos. Vous en pensez quoi, Benjamin Zimmer? C'est une bonne nouvelle facialement. Tout n'est pas réglé quand même, c'est ce qu'on entend sur le plateau. Non, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la restauration ni des transports, donc je vais avoir l'humilité de vous dire que je ne suis pas un expert. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les métiers où effectivement la main-d'œuvre est bon marché, c'est pénible partout. Dans les services à la personne, dans toutes les structures où en fait... Où les salaires sont bas. Où les salaires sont bas. Donc plus que jamais, je pense que c'est le modèle économique de notre société qu'il faut repenser. La redistribution de la valeur qu'on crée. Ces gens-là créent de la valeur quand on va au restaurant. Les gens qui interviennent au domicile créent de la valeur. Donc, je pense qu'il est là l'enjeu. Plus que... moi, je vais vous dire très franchement, vous m'aurez posé la question dehors, je vous aurais répondu la même réponse. Je pense que ce sont des mesurettes, tout ça. C'est-à-dire que c'est très bien dans la vie de tous les jours pour les personnes qui, effectivement, vont avoir plus de pouvoir d'achat. Donc, pour eux, ce n'est pas une mesurette. Mais globalement, est-ce que cette mesure-là va avoir un impact sur le long terme, sur le marché de la restauration, sur le marché du transport et plus globalement sur tous ces marchés-là? Moi, je me pose des questions parce qu'on peut toujours payer plus. Derrière, il faudra bien que quelqu'un apporte des recettes pour pouvoir payer. J'évoquais, là, c'est le consommateur dans les restos. On lui dira, vous payez 5 euros de plus votre repas parce que entre autres, il faut payer les salariés qui viennent vous poser l'assiette. C'est ça. Donc très probablement. On se souvient de la TVA, la hausse de TVA qui avait été répercutée. Il fallait baisser, les repas avaient baissé. Puis quelques semaines plus tard, quand on était habitué à certains établissements, on voyait que la carte, alors que la TVA avait baissé à 10, vous vous souvenez, les prix étaient repartis à la hausse. Donc bref, tout ça est un peu compliqué. Sur les transports, qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà, c'est le modèle, c'est notre modèle économique qu'il faut repenser? Oui, moi je reviens sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question de modèle parce que, juste pour prendre l'exemple donc, de la restauration, est-ce qu'on a envie d'être servi par un salarié qui va travailler 10-15 heures de plus que nous et qui n'arrive pas à boucler la fin de mois? C'est un problème de société en fait. Est-ce que vous avez envie d'être livré par un livreur Deliveroo ou une autre marque ou n'importe quel livreur et que cette personne, avec tout le travail qu'elle fait, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants, à
peine un SMIC. Donc, je pense que c'est dans ce cas-là, peut-être aller moins au resto, mais y aller et puis avoir conscience que aussi en consommant, ça peut être aussi un acte politique et soutenir des causes qui sont importantes. Effectivement, il y a vraiment un enjeu au niveau du modèle. Il faut qu'on réfléchisse à la place du travail et à ce que nous apporte le travail en termes de dignité. Et la rémunération, c'est déjà un premier élément de réponse, mais derrière, il y a toutes ces questions-là aussi. Oui, c'est des métiers pénuriques, c'est des métiers qui sont difficiles, parce que routier, c'est pas uniquement conduire un camion, c'est aussi décharger le camion, c'est aussi le re-remplir. Enfin, c'est des métiers extrêmement durs, où la concurrence européenne joue très fort, puisqu'on est rentré dans la présidence de la France au Conseil de l'Union européenne. C'est notre modèle qu'il faut repenser, ou c'est déjà bien? On se dit, après tout, bon, les salariés sont contents, ils vont avoir 150, 200 euros de plus par mois, ce qui est pas mal. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais en fait, les restaurateurs payaient déjà leurs salariés en dehors de la grille. C'est la grille qui a été revalorisée, mais ils les payaient déjà beaucoup plus. Donc, ce qui ne résout pas le problème de la pénurie. Ça ne résout pas le problème. Par contre, la question que peuvent se poser les restaurateurs et ce qui se pose comme enjeu, c'est est-ce que je dois faire et le déjeuner et le dîner? Est-ce que je dois ouvrir en continu? Jusqu'à quelle heure est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois ouvrir moins tard? Voilà, et pas faire 2-3 services. Et donc ne pas avoir 2 équipes en roulement voilà, matin et soir. C'est toute l'organisation du travail qui doivent repenser. Les enseignants, parce que c'est notre deuxième partie, ça c'est important parce que une très forte mobilisation la semaine dernière, beaucoup moins forte mobilisation hier, avec je crois environ 2% d'enseignants mobilisés, donc ce qui est très faible. Sur le fond, ils ont raison de manifester, les enseignants. D'abord, ils manifestent pour le pass, pour les protocoles qui sont souvent des casse-têtes. Et puis il y a quand même dans les revendications, j'ai quand même lu qu'il y avait une volonté de revaloriser leur salaire, juste pour faire le lien, vous savez, avec tous nos sujets. On parle aussi un peu de conditions de travail et de pouvoir d'achat chez les enseignants. Et chaque candidat à la présidentielle, vous l'avez entendu, ou presque, disent il faut augmenter le salaire des enseignants. Enfin, quasiment tous. Oui, alors en plus, on est dans une année présidentielle. Donc, oui. Mais oui, comme je le dis justement, là aussi, finalement, avec cette crise, on s'est rendu compte que, en fait, les métiers les plus importants dans notre société, que ce soit le soin, que ce soit l'éducation, finalement, on se rend compte que c'est pratiquement les moins valorisés. Donc, oui. effectivement, là, je pense que ça a été un prétexte, en fait, une opportunité pour les enseignants d'apporter leur revendication. Mais en fait, l'état des lieux est tellement, j'allais dire, pas catastrophique, mais on n'en est pas loin. Et ça ne date pas d'aujourd'hui que, évidemment, naturellement, les revendications et la grève va continuer. Vous en pensez quoi? Parce que le débat des enseignants, c'est... Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les augmenter, mais lorsqu'Emmanuel Macron évoque dans l'interview du Parisien, où il avait évoqué cette phrase, je la mets entre guillemets, d'emmerder les non-vaccinés, il avait évoqué dans cette interview, ça n'avait jamais pas été repris par les médias, qu'il fallait repenser les horaires de travail des enseignants, qui était une contrepartie à l'idée qu'on les augmente. Parce que les augmenter dans les conditions dans lesquelles ils sont, le président Macron, visiblement, n'était pas favorable. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on repense un peu le modèle, parce que notre modèle éducatif est en grande difficulté. Oui, il semble que nos enseignants travaillent moins qu'en Allemagne, par exemple, et donc sont moins payés également. Sur la grève, ce qui se dit en dehors des plateaux de télévision, c'est que oui, les enseignants sont soumis à moult protocoles qui s'enchaînent et qui s'annulent et qui se remplacent, mais pas plus qu'en entreprise. Oui, voilà. c'est ça, exactement. Et donc, ce qui se dit en dehors, c'est que les enseignants doivent aussi s'adapter, que l'école doit faire un effort et qu'effectivement, on gère l'incertitude. C'est intéressant de vous entendre dire ça. Voilà, mais c'est ce que j'entends dans les pharmacies, c'est ce que j'entends des parents qui font la queue dans les pharmacies et qui en ont marre, effectivement. Alors, on ne peut pas blâmer les enseignants, mais je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'état de fatigue. On arrive à la fin d'une crise, enfin, on espère, et en même temps, on n'en voit pas le bout. Et là, la crise touchait au départ les personnes âgées, maintenant, ça touche les enfants. C'est une guerre, c'est pas un jour sans fin, c'est une guerre sans fin. Il y a un moment, il va falloir mettre fin à cette guerre et ce combat contre le virus. Je garde votre première partie d'intervention. Vous mettez entre guillemets les pieds dans le plat. Vous dites il faut que l'enseignement, les enseignants, s'adaptent aussi comme l'ont fait les managers, les collaborateurs sont mis en télétravail. Enfin, je veux dire, il a fallu faire preuve de souplesse. Et vous nous dites que, je ne sais pas si Benjamin, vous allez dans le sens de... Je suis complètement d'accord. Alors moi, je suis fils d'enseignant. Donc je ne vais certainement pas aller, et je suis entrepreneur. Donc attention, vos parents vous regardent peut-être. Hein. Oui, mais ils ont raison de me regarder et je ne vais pas dénigrer tout ça, ce que c'est que pour moi l'éducation. Pour moi, en fait, l'éducation, c'est une fonction régalienne. Les fonctions régaliennes aujourd'hui, on les gère comme on est en entreprise. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on met en place des process, on est dans du rendement, on est dans la finance, peu importe ce qu'on dit. Je pense que quand on éduque des enfants, on éduque des citoyens de demain.
Donc, il y a un moment, il faut mettre en face les moyens au bon endroit. Moi, je suis assez convaincu que, effectivement, les professeurs, excusez-moi, le salaire de base d'un mec ou d'une nana qui C'est quoi, c'est 1008 c'est 1800 euros Ouais, c'est ça. brut. Brut. C'est quand même pas foufou. Pour quelqu'un, un bac plus 5, quoi. voilà, pour quelqu'un qui vous confie vos enfants, pour qui vous confiez les citoyens de demain de la société, je pense qu'il faudrait réfléchir, encore une fois, sur du long terme. C'est-à-dire que ces personnes qu'on éduque, eh ben, c'est peut-être demain des gens qui vont être plus respectés et respectables dans la société et de nos valeurs. Mais Et moi, vous ne le répondez problème- pas à ma seconde partie de question. C'est est-ce qu'en même temps, on demande aux Alors, enseignants je voudrais juste d'être un peu Je voudrais plus... juste faire une petite parenthèse. Ce qu'on voit aujourd'hui comme problème, ils étaient déjà là avant la crise. En fait, la crise n'a fait que juste C'est ça. remettre Bien sûr. peut-être à la lumière ces problèmes. Donc aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'ils font grève, pas grève, c'est un choix, c'est pas à nous de le dire. Par contre, ce que je constate, moi, en allant dans les écoles, parce que ça m'arrive, étant donné que j'ai des enfants, c'est qu'ils sont au front quand même. Et tous les jours, mettez-vous à leur place. Quand vous avez 30 enfants qui ont entre 3 et 6 ans en face de vous, peut-être que vous êtes dans un environnement stressant C'est quand vrai. vous avez 50 ans C'est vrai. et que tous les soirs on vous dit faites attention, pas transmettre le Covid, etc. Enfin, c'est compliqué. Sans compter que le directeur vient tous les jours dans la classe pour expliquer que... Je pense qu'il y a un niveau de charge mentale qui est là. Très fort. La soupape, elle va péter. Reconnaissons que le protocole sanitaire, très contesté pour des raisons d'ailleurs un peu en dehors du protocole sanitaire, d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer, a mis un peu plus la pression sur les enseignants, évidemment. Olivia Copin, vous parliez du modèle tout à l'heure pour les entreprises privées, est-ce que à l'occasion de cette campagne présidentielle, on repense aussi ce modèle éducatif, la façon dont un enseignement travaille, est-ce qu'on lui met des bureaux à disposition pour faire rentrer les familles, est-ce qu'il y a un temps de travail plus long? On se souvient de Ségolène Royal qui l'avait évoqué en 2007 de mémoire. Bayrou avait évoqué ce sujet. C'est-à-dire les enseignants doivent aussi consacrer du temps à l'accueil des parents. Vous comprenez, c'est un vrai sujet quand même. C'est un sujet hyper important et je pense que c'est un peu comme le sujet comment travailler demain, toute cette révolution C'est qui est autour exactement du ça. travail. Eh bien, il y a une vraie révolution au niveau de l'éducation et ça, on ne va pas avoir la réponse cette année en présidence. Ça va prendre 1-2 décennies peut-être pour arriver à trouver un nouveau modèle parce que derrière, en fait, la souffrance des enseignants... Il faut aller vite quand même. Oui, je suis d'accord, il faut aller vite. C'est ça, malheureusement. Mais derrière la souffrance des enseignants, alors là, juste pour faire un petit aparté sur le Covid, quand même, les enseignants ne sont pas en télétravail. Ils sont face à des enfants qui ne portent pas forcément le masque. Je parle des petites sections, etc. Donc, il y a quand même un risque pour eux de contamination qui est plus important. Mais globalement, oui, je pense que c'est tout un modèle à repenser sur les conditions de leur travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez enseigner, qu'est-ce que vous voulez transmettre à des enfants lorsque vous avez des classes de 35, lorsque vous n'avez pas le temps de vous occuper de faire du travail, un accompagnement individuel, vraiment, quand vous écoutez les enseignants, lorsqu'ils rentrent, ils commencent leur métier et juste vous les retrouvez 2, 3, voire 4 ans après. Mais alors, c'est plus du tout le même discours. Il y a une espèce de désillusion, alors que, comme vous le dites, c'est hyper important dans la société de l'absentéisme, du complotisme, où vraiment on voit bien qu'aujourd'hui, l'éducation et le savoir, c'est un enjeu majeur. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un sursaut et qu'on réfléchisse sur une nouvelle manière d'enseigner, quoi. Avec une micro-polémique, mais qui est très liée au sujet qu'on traite dans Smart Job, qui est la place du numérique et l'utilisation des outils numériques, qui est aussi, je ne sais pas si ça nous prendra 20 ans, mais un jour ou l'autre, il va falloir quand même réfléchir à nos programmes pour que nos enfants, assez rapidement, soient connectés. Enfin, toutes les entreprises se numérisent, se transforment, et elles accueillent des enfants qui ont fait leurs humanités, mais qui n'ont pas le niveau qui va bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine, mais c'est aussi un problème de modèle, là, au-delà de la grève. Moi, je ne suis pas trop pour le numérique à l'école. Mais bon, voilà, c'est dit. Parce que le cerveau encode beaucoup mieux quand l'enfant écrit à la main. J'ai vu des expériences de classe numérique et les enseignants sont revenus en arrière parce que les enfants mémorisent moins bien. Ils sont sollicités, ils sont attirés par le numérique, mais en fait, ils intériorisent et ils travaillent moins bien. Gadget en surface et qui ne va pas assez en profondeur. Et donc, est-ce que le rôle de l'école, est-ce que le rôle de l'école, c'est vraiment d'apprendre l'informatique? Je ne suis pas sûre. Bon, mais c'est un débat qui est posé sur la table, même du ministre, indépendamment de l'élection présidentielle. En tout cas, ils ont fait leur révolution technologique, l'éducation nationale, pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler. Avant, il n'y avait pas de visio. Moi, je sais que quand j'étais au premier confinement, mon fils était au CP. Bon, il a fallu faire de la visio. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Et franchement, le niveau où ils étaient, parce qu'on avait l'occasion d'en parler et puis on le voyait sur toute la France, il était très loin de ce que nous, on pratique en entreprise. Je trouve que là, pour le coup, la crise a été salutaire parce qu'ils ont monté en compétences. C'est vrai. Et dans les lycées en particulier, où il y a eu quand même pas mal de suivi de cours, ça n'a pas été fait
pas tous les professeurs, pour le dire franchement, ont joué le jeu, parce que certains avaient des problèmes de micro, d'ordinateur, enfin bref. Mais il y a eu quand même quelques expériences réussies. Pas partout et pas pour tous les profs. Oui, non, mais Il faut essayer d'être juste. oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Après, pour revenir à l'école, on n'apprend pas que l'histoire géo et le français à l'école. C'est aussi un lieu de sociabilisation pour les enfants. Donc là aussi, l'éducation, c'est vraiment complexe. Après, pour revenir au numérique, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui montrent que le cerveau des enfants n'est pas fait pour consommer de l'écran. Voilà, c'est scientifiquement prouvé. Par contre, sur l'égalité des enfants face au numérique par rapport à un apprentissage aux bases. Votre condition sociale, ou voilà. Ça, pour le coup, c'est important, peut-être à partir du collège ou à partir de la seconde, d'équiper peut-être les écoles pour que, lorsque ces enfants arrivent à l'université ou sur le marché du travail, ils aient à peu près le même niveau. Juste un mot avant de parler de Valérie Pécresse et de son transfert. Là, encore une fois, dans la thématique du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, au-delà des autres thèmes, est en train de monter très fortement dans la campagne. Redonner le pouvoir d'achat, quand on voit le prix de l'essence, quand on voit les augmentations du prix des énergies, évidemment, c'est un enjeu de présidentiel. Mais juste un mot sur la gestion RH, parce qu'on a fait des sujets récemment en parlant de la police, et on nous disait qu'il y avait un problème de ressources humaines, de RH dans la police. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ressources humaines, de RH au sein de l'éducation nationale? Comment on peut faire là? Parce qu'on a l'impression qu'on a une masse d'enseignants avec des proviseurs, des principaux de collège, des directrices d'école, mais que tout ça, en termes de ressources humaines, n'est pas bien géré. C'est le sentiment que vous avez ou pas? Mais déjà, les situations sont assez différentes. Dans le privé, par exemple, il n'y a pas de grève. Dans le public, il y a beaucoup plus de grévistes. Enfin, jeudi dernier, il n'y avait pas de grève dans le privé, il me semble. Non. Il y a d'autres problèmes RH qui sont que les chefs d'établissement ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des professeurs. Tout à fait. Donc en fait, ils n'ont pas de... C'est pas un travail de manager, c'est plus un travail de coordinateur. C'est assez difficile quand même de manager une équipe sans être le boss. Oui. Donc il y a des problématiques RH spécifiques. Tout en arrangeant tout le monde sur les emplois du temps. Voilà. En fait, c'est un peu l'enjeu du proviseur. Et l'enjeu principal pour moi, c'est surtout que des professeurs déprimés dépriment la jeunesse. Et il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui sur les lycéens complètement déprimés et qui d'ailleurs font grève aussi. Les mouvements lycéens commencent à se mettre en grève aussi. Il y a un petit frémissement en effet. Et désespérer la jeunesse, en fait, des professeurs qui vont mal, c'est une jeunesse qui se désespère, qui n'est pas bien formée et qui n'a pas confiance dans l'avenir. C'est ça qui est très inquiétant. Ils enseignent toujours, vos parents, Benjamin, ou pas? Non. D'accord. Non, par contre, je suis parrain d'une organisation qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Chaque année, elle forme 40 000 collégiens et lycéens à justement l'entrepreneuriat dans l'école. Et je peux vous dire, justement, pour réenchanter les écoles, faire venir des dirigeants d'entreprise dès la 6e, bien sûr, où on fait du business model Canvas, ce qu'on fait en école de commerce, c'est juste génial. Ils prennent leurs pieds, nous on prend nos pieds. Donc vous créez des situations réelles, bien sûr. quoi. Et puis surtout, ils se disent, parce que c'est surtout fait en province, à la campagne, là où il y a peut-être moins d'interaction avec le monde économique. Et en fait, tout le monde se dit, et en particulier les enfants, que tout est possible. Et je pense que c'est ça, l'école de la République, ça doit être la méritocratie et l'école des possibles. Je peux créer ma boîte. Le statut où je peux être médecin, je peux être avocat, je peux faire ce que je veux, le statut que mes parents ont, à l'école, il n'est plus là. Et ça, je pense que c'est très important. C'est l'uniforme sans uniforme, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Ça permet aussi de comprendre qu'en fait, tout ce qu'ils apprennent, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant en 6e va défendre son business model, eh bien, il va comprendre l'importance de maîtriser le langage pour poser ses arguments, pour défendre. Beaucoup d'outils, Voilà. Donc là, on prend conscience de tout ce qu'on apprend à l'école. C'est eux demain qui vont faire la transition écologique. Oui, ils sont dedans. C'est eux qui vont peut-être inventer des nouveaux modèles économiques. C'est eux peut-être qui vont se poser la question des externalités que produisent les entreprises. Et donc, les mauvaises choses que font les entreprises, il faut les pénaliser pour qu'on soit meilleur dans tous les domaines. Alors, je vous ai vu lever les yeux au ciel, Benjamin Zimmer, parce qu'il nous reste peu de temps. Valérie Pécresse, son idée de transférer, elle a appelé ça le temps libre, en fait c'est le compte épargne-temps, vous savez, ces heures et ces journées qui sont stockées sur un compte, et elle dit, pour gagner en pouvoir d'achat, ce qui peut être une bonne idée, on les transfère et on peut les rémunérer. Il s'avère que ça existe déjà, non? Je me trompe? Bah oui, ça existe déjà. J'ai l'impression d'entendre ce qu'un autre président avait dit il y a quelques années. C'est Nicolas Sarkozy. Exactement. Ouais. Défiscalisation des heures sup. Je vois pas l'innovation, et j'ai même envie de vous dire, c'est pas la réalité du terrain. Les gens en fait sont déjà au taquet au travail. Ils travaillent beaucoup. Ils font déjà plusieurs jobs. Ceux qui n'ont pas les ressources financières de payer les dettes qu'ils ont à la banque pour la maison qu'ils ont payée ou payer les études des enfants. Donc, je sais pas à qui elle s'adresse cette mesure.
C'est une grande question en tout cas pour moi. Et puis il y a une autre question, c'est que très bien d'avoir plusieurs jobs, mais il faut déjà en avoir un. Parce que c'est pas moi qui n'ai pas de problème de job. C'est des gens qui n'ont peut-être pas des niveaux de qualification, niveau de compétences. Qui correspondent pas. Donc qui ne correspondent pas au marché. Et c'est là le sujet. Au fameux marché. Vous en pensez quoi, cette idée? Parce que voilà, chacun essaie de trouver c'est le concours Lépine du pouvoir d'achat, quoi. Oui, mais elle a raison. Elle fait référence en fait aux 35 heures. Les RTT, Exactement. c'est pour les 35 heures. Et c'est bizarre comme en France, on n'arrive pas à se débarrasser des 35 heures. Ah non. Ça nous plombe depuis plus de 20 ans et on n'arrive pas à dire qu'il faut arrêter. Et Même donc, ceux qui les critiquaient dans l'opposition, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, souvenez-vous, n'ont Voilà. pas touché aux 35 heures. Donc- Même François Fillon qui avait réformé les 35 heures Voilà. sans y toucher donc réellement. on dit qu'il faut transformer les RTT, donc qui sont la contrepartie des 35 heures. Alors touchons aux 35 Ce heures. temps vous dites. libre, cette société. Mais oui, mais il faut en finir avec les 35 heures. Mais émotionnellement, je ne sais pas pourquoi les politiques ont si peur de dire qu'il faut mettre fin aux 35 heures. Mais est-ce que ça arrange pas tout le monde les 35 heures? Mais les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Les gens au SMIC n'arrivent plus à vivre. Ils ne vivent que parce qu'on leur donne des primes supplémentaires. Ou survivre? Mais c'est trop difficile. Vous en pensez quoi, Olivia Copin, de cette idée? Parce que là on franchit une étape au-delà de la proposition de Valérie Pécresse, qui est aussi une notion de fiscalité sur ce temps libre transformé en pouvoir d'achat, que, évidemment, si elle était élue président, il n'y aurait plus de fiscalité, donc ça libérerait un peu plus de pouvoir d'achat. Très bien. Mais là, on est sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, là, encore une fois, on est quand même sur une émission sur les modèles, au-delà des annonces de communication. Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'annonce de Mme Pécresse, je pense que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est-à-dire, on parle de revaloriser le travail, et là, on apporte des mesurettes sur les RTT, enfin, donc, ça existe déjà. Et ce qui me semble aussi important, puisqu'on parle de modèle, c'est que, je veux dire, avant, on était dans la société du plus, donc gagner plus pour vivre plus. Aujourd'hui, on est dans C'était la le slogan de société Nicolas du Sarkozy. mieux. Exact. Exactement. Vivre mieux, gagner mieux, vivre mieux. Et trouver c'est du ça. sens. Trouver du sens, C'est c'est ça exactement le ça. mieux. Et donc, c'est pas. Déjà, pour revenir au RTT, les professions les plus dévalorisées, comme les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignants, les restaurateurs, je pense pas qu'ils aient beaucoup de RTT, typiquement. C'est souvent des problématiques qu'on retrouve dans les grands groupes du CAC 40, Tout à où fait. la rémunération, a priori, n'est pas un problème. Où on a créé un compte épargne-temps, Voilà, ce n'est pas le cas partout. et les gens sont très contents de poser leur RTT parce qu'ils ont un niveau de vie qui est plutôt confortable. Donc, Les insiders, outsiders. Excusez-moi, c'était voilà. l'analyse de Macron à l'époque. Tout à fait. Il y a ceux qui sont dans le système et ceux qui en sont extérieurs. Exactement. Donc déjà, je trouve que c'est un peu hors sujet. Et puis encore une fois, vraiment, moi, je trouve que ce slogan "gagner plus pour vivre, gagner plus, travailler plus", pour moi, Ça vous plaît pas? Vous, c'est travailler plus pour vivre mieux. c'est travailler mieux déjà. Travailler mieux pour être bien. Parce que plus, ça sous-entend, c'est c'est quantifiable. Mieux, c'est la qualité. C'est c'est aussi mon impact sur la planète, mon impact sur les autres. Quelle révolution. Mais on est. Non, mais dedans. quelle Mais si on va, Quand je vous entends, j'adhère à ce que vous dites, ça veut dire aussi consommer plus. Consommer plus alors que notre planète nous dit d'arrêter de consommer comme on consomme aujourd'hui. Évidemment. Donc consommer mieux. chez Entreprises et Progrès, typiquement, aujourd'hui on travaille, nous, sur des réflexions sur la notion du progrès. Parce qu'en fait, Ça sert à quoi le progrès, Et quoi hier, dans le discours d'Emmanuel Macron, il a mis le mot progrès à l'Union européenne. Il y a une vraie question sur le progrès. Le progrès, ça sert à servir le social. Et comment on le sert aujourd'hui? Moi, je ne suis pas sûr qu'avec ce type de mesures, déjà, il y ait des clients. Parce que, comme vous venez de le dire, dans les entreprises comme les entreprises du CAC 40, il n'y a pas besoin. Et dans les entreprises où potentiellement il y en aurait besoin, donc les TPE et les PME, en fait, on ne l'utilise pas. C'est vrai. Donc, Mais ils n'ont pas l'outil. à qui ça s'adresse? Marine, pour Il y a un conclure autre- peut-être. oui, il y a un autre problème, c'est que pour avoir parlé avec des entreprises qui emploient beaucoup de personnes au SMIC, par exemple les centres d'appel, Eh oui. quand on travaille au SMIC, on a des primes en plus, la prime d'activité par exemple. Donc quand les entreprises proposent aux salariés de faire des heures supplémentaires, les salariés ne veulent pas. Non, parce qu'ils perdent. Parce qu'ils perdraient des primes qui sont quand même assez importantes, qui sont de l'ordre de 500 € Oui. par mois. Ça, c'est notre modèle social, j'allais dire. Bien sûr. C'est l'imbrication des aides sociales. Et donc, ils ne veulent pas être payés plus, ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, ils ne veulent pas passer plus de temps au travail, parce que ça ferait baisser leur niveau de vie et leur parce que pouvoir d'achat qui est déjà Ça limite. fait monter leurs revenus et donc, de fait, ils sortent. Ils Ils ont perdent. plus les Voilà, pareil pour les allocations familiales, etc. Exactement. Mais Donc, juste en fait, avant- ils ne veulent pas travailler plus. Vous avez Ils ne peuvent pas. tous le sentiment, avant de nous quitter, parce qu'à travers le débat qu'on a aujourd'hui, qui est passionnant, on a quand même le sentiment à la fois d'une déphase des politiques qui n'ont pas les mesures qui correspondent à ce qu'attendent les salariés, et qu'on est en même temps en train de vivre une révolution incroyable.
du monde du travail, du rapport au travail? Oui, moi j'en suis convaincue. On est en pleine transition vers un modèle qui sera forcément différent parce que de toute façon on n'a pas le choix pour les raisons climatiques que vous avez évoquées. Et puis aussi sur la question du sens, on voit bien qu'aujourd'hui 80% des jeunes rejettent le salariat, un manager sur 2 n'a plus envie de manager. Il y a vraiment une question du sens, de la place. Quelque part, c'est l'éthique qui prend aujourd'hui de plus en plus le dessus sur les questions qui étaient hier purement capitalistes. Voilà. Donc oui, pour ma part, clairement... On aura quand même encore, je leur dis, besoin de routiers, besoin de serveurs, besoin de gens pour faire la répurgation. On a quand même besoin toujours de... Il n'y a pas que des gens qui pourront télétravailler, hein, c'est 60-40. Mais je pense que le travailler en présentiel, c'est pas mal travailler. Je pense que on est passé... C'est vrai qu'on peut très bien revenir demain dans une économie où il y a moins de télétravail, mais on pourra toujours bien travailler ensemble. Donc, vous voyez, je pense que c'est plutôt cet objectif-là qu'il faut viser. Il ne faut pas oublier que quand même l'entreprise ou le monde du travail reste un lieu social. Donc c'est vrai, de lien l'école, social. on sociabilise, mais on fait du social en entreprise. Et moi, pour avoir des salariés, quelques-uns en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont contents quand ils se voient au bureau. Le télétravail, ça fatigue tout le monde. Évidemment. Donc pour moi, c'est du court terme. Ça, c'est pour la gestion actuelle dans laquelle on est. Mais sur le long terme, ça ne tiendra pas. Merci pour ce débat passionnant à suivre, parce qu'on est vraiment dans une mutation et qui, évidemment, vient se corréler à un débat de campagne présidentielle, avec notamment la thématique du pouvoir d'achat, qui, je pense, va prendre de plus en plus de place. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet Ariséal. Merci à Olivia Copin, Juste Business, ça j'arrive à le dire parfaitement, vous avez vu, c'est parfait, en quelques émissions. Enseignante, par ailleurs, au CELSA. Et Benjamin Zimmer, directeur délégué associé Silver Alliance. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est des biens bien vieillir à domicile, c'est-à-dire que vous apportez tout le service à domicile. Exactement. C'est ça, vous êtes une Exactement. plateforme... On essaie d'améliorer la qualité de vie plutôt que de travailler sur la quantité de vie. Plus que d'avoir des années au compteur, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand vous êtes sur Terre, que vous faites plaisir dans toutes les activités. Vous êtes centré par rapport à votre discours, en tout cas celui que vous avez eu sur le plateau. Merci à vous trois, à très très bientôt. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Sujet recrutement, ô combien important. Faut-il, lorsqu'on est parti en voyage, qu'on a eu des trous, est-ce qu'il faut camoufler, vous savez, ces trous sur le CV, on se dit entre 99 et 2001, j'ai pas fait grand-chose. On le camoufle ou pas? Réponse d'Amélie Fabré-Guittet. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec cette question. Vous vous l'êtes posée. Est-ce qu'il faut assumer ou camoufler les trous qu'on a dans le CV parce qu'on est parti, parce qu'on a fait une année sabbatique et on est un peu gêné? Réponse avec Amélie Fabré-Guittet. Ravi de vous revoir, Amélie, c'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Talent Management. Et vous allez essayer de nous éclairer parce que souvent vous avez des réponses très pratico-pratiques. On camoufle ou on camoufle pas? On camoufle pas. Bon. On assume totalement ces petits trous, ou ces grands trous d'ailleurs. Comment on fait? C'est quoi la technique? Alors la première technique, c'est déjà quand on va parler de toutes ces expériences sur le CV, on va parler en années et non pas en mois. On voit encore trop de CV où c'est marqué « j'ai démarré le 4 janvier 2007 et j'ai fini le 8 février 2012 ». Les jours, les mois, on s'en fout. Donc on met l'année? On met l'année. Et si s'il y a eu un petit trou, alors ça peut être une période de chômage, ça peut être, on est parti faire le tour du monde. Il y en a plein qui font ça après leurs études chez les étudiants. Ça peut être une pause aussi pour avoir fait un enfant, les élever, tout ça. Et ben on va indiquer une pause maternité, un voyage à l'étranger. Et en indiquant du coup des dates, ça fait beaucoup moins de trous sur le CV. Alors ça, c'est pour ceux, je dirais, où c'est jouable, pour le dire un peu cash. On peut rattraper, je suis parti en voyage, et après tout, ça fait partie des soft skills. Je suis parti faire un stage, j'ai accompagné un groupe, très bien. Et puis il y a les trous un peu plus longs qui dépassent l'année, voire les 2 ans. Et en plus, le candidat sait exactement pourquoi il a eu ce trou. Et il se met en faiblesse là, dans ce cas-là. Et il est souvent très gêné parce que devant la question, mais vous avez fait quoi depuis 2 ans au chômage, ou pourquoi il y a un trou de 4 ans sur votre CV? CV? Là, on bafouille un peu là. Ah là, c'est l'angoisse totale. C'est oh là là, c'est quoi cette question piège? Alors que c'est pas du tout une question piège. C'est naturel quand on n'a pas vu un ami depuis longtemps. On le dit t'as fait quoi ces derniers temps? C'est la même chose. T'as fait quoi avec ce trou de quelques mois où on s'est pas vu? Donc le recruteur naturellement va poser cette question aussi. Donc faut pas s'angoisser. C'est normal. Du coup, il faut préparer la réponse. Donc il faut la préparer, c'est-à-dire pendant une année, on a cherché, on n'a pas trouvé. Est-ce que ça, on peut l'assumer ou est-ce qu'il faut colmater un peu là?
Non, il faut l'assumer. On prend l'exemple du Covid. Eh bien oui, pendant 1 an, 2 ans, il y en a plein qui ont galéré à trouver du travail. Il faut simplement l'expliquer. On va se baser justement sur ce qui se passe actuellement. Vous vous rendez bien compte, l'économie n'est pas au top, c'est difficile de trouver un job dans lequel on se sente bien. Vous savez bien ce que c'est. Hop, on prend appui sur le recruteur qui est censé connaître aussi un peu le marché. Bien sûr. Et puis on lui dit, vous savez, je ne suis pas restée à rien faire, assis sur mon canapé à manger du Nutella. Je me suis formée, me suis peut-être améliorée dans une langue, j'ai peut-être suivi un MOOC. Et donc lui montrer qu'on n'est pas resté tranquillement chez soi. Vous dites quand même, parce que vous êtes une experte des questions de recrutement, il y a quand même des robots. Et en fait, les robots ne voient pas les trous, c'est ça ? Si on met des années pour expliquer en disant, voilà, pendant cette période-là, je me suis formée, j'ai peut-être fait lui, il pense qu'il y a quelque chose. Lui, il voit une date, donc pour lui, il y a quelque chose. Donc pour lui, il n'y a pas de trou dans les expériences professionnelles. Donc vous nous dites qu'il faut mieux être recruté par un robot ? Souvent, première phase de recrutement, c'est un robot. Et si le robot valide votre CV, ça va passer entre les mains d'un humain, pour le coup, qui certainement, lui aussi, a connu le chômage un jour ou l'autre. Juste un mot, parce qu'on l'avait évoqué ensemble lors d'une de vos chroniques, il y a quand même la maladie. Parce que ça, c'est un sujet quand même, et vous l'aviez mis en avant. La personne, si elle doit assumer ce trou, et parfois une maladie, notamment un cancer, c'est 1, 2, parfois 3 ans avec la rémission, le temps d'attente. On l'assume, ça, ou pas ? Il faut l'assumer. Alors, c'est toujours un parcours qui est très difficile parce que c'est une donnée personnelle. Donc, il faut déjà que la personne soit à l'aise avec le sujet et arrive à expliquer, oui, effectivement, je me suis absentée du monde professionnel pendant 2 ans ou 3 ans. J'ai eu un cancer. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans le mélo en disant, voilà, ça a été dur, j'ai perdu mes cheveux. Enfin, voilà. C'est de dire, oui, effectivement, j'ai été très malade pendant cette période. Ça a été difficile. Vous connaissez peut-être les phases d'un cancer. Je suis guérie aujourd'hui, je suis en rémission et j'ai aussi profité de ce temps-là pour prendre du temps, pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui en entretien. C'est parce que l'annonce que vous proposez m'intéresse et parce que je peux vous amener telle et telle chose. C'est-à-dire qu'on va parler brièvement de son cancer et de ce trou pour le justifier, mais tout de suite, on va ramener vers les compétences, vers ses qualités pour revenir sur le sujet de l'entretien qui est « je veux être embauché ». C'est pas facile à dire pour le candidat, il faut quand même le reconnaître. On est sur un plateau de télé, mais quand on est vraiment face au recruteur, je pense que ça renvoie à des choses qui sont très douloureuses. La gestion des émotions. La gestion des émotions. Et puis il y a quand même le recruteur qui gère aussi, lui, cette situation et qui se pose 1000 questions quand même. Il faut se le dire. Face à un candidat qui nous annonce, 1, qu'il a été absent très longtemps, 2, qu'il a peut-être eu une maladie, la première chose qu'on va se dire, c'est « mais est-ce qu'il ne va pas retomber malade ?» C'est quand même la première chose qu'on se demande. Sauf que cette question, on devrait se la poser normalement devant tous les candidats. Parce qu'un candidat, qu'il ait 20 ans, 30 ans ou 50 ans, à moins qu'il fasse un bilan de santé et qu'il vienne le jour de l'entretien avec son bilan de santé annuel. Ce qui ne se fait pas, évidemment. Personne ne sait s'il est en bonne santé, à moins qu'il arrive quelque chose. Et l'avantage peut-être de recruter une personne qui a fait un burn-out, qui a eu une maladie, qui a eu un cancer. Je pensais cancer, je pensais burn-out aussi, parce que là aussi, c'est une fragilité souvent professionnelle. Tout à fait. Et l'avantage de les recruter, c'est que du coup, ils prennent beaucoup plus soin d'eux après la maladie. Parce qu'ils savent justement quelles sont les limites à ne pas franchir, et donc ils savent prendre soin d'eux. Et donc ces gens-là, finalement, sont beaucoup plus en bonne santé qu'une personne qui se croit en bonne santé à 20 ans ou à 30 ans et qui ne l'est peut-être pas. Cette partie est quand même la plus sensible, je dirais, de notre échange, parce qu'il faut avoir la subtilité, la bonne formule et basculer vers le... Et savoir balayer tous les stéréotypes et tous les biais qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et puis après, il y a les garde-fous juridiques, on les avait évoqués aussi, mais ce n'est pas le sujet, là, on était vraiment dans l'échange, je dirais, humain. Merci Amélie, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management. À très bientôt, Amélie, je n'en doute pas une seule seconde. C'est terminé, évidemment, bon week-end à tous. Vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, merci à toutes l'équipe, merci Alice Pitavi pour la réalisation, merci Alexandre pour le son, merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans cette émission. Je serai là la semaine prochaine, et évidemment d'ici là, restez fidèles à tous nos programmes, il y a du choix, portez-vous bien, bye bye.